Production Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Et depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Le beau. Un seul mot pour dire tout et son contraire. Longtemps, les canons de beauté, artistiques par exemple, ont déterminé un idéal commun. Au sujet du corps, la beauté renvoyait à l'éphèbe chez les Grecs, la Vierge au Moyen-Âge, la Vénus à la Renaissance, la garçonne au début du siècle, ou les stars des années 50. Vaste panorama. Et pour les objets, la nature, la décoration, les productions artistiques, même problématiques. Ce qui est beau pour les uns est dégoût pour les autres. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'on trouve beau ? Très beau, absolument beau, parfaitement beau. Où se cache la beauté pour nous ? Dans le timbre d'une voix, dans l'énigme d'un nez, dans un trait de lumière sur un rideau, dans la majesté d'un adverbe, dans une pâte en train de cuire dans le four, dans la tendresse d'un geste, dans une élégance qui suggère, dans la douceur d'une matière, dans une rencontre qui nous sauve du déluge, dans un savoir-faire à l'exquise minutie. Qu'importe, le beau n'est pas un caprice, encore moins une essence, c'est une aventure. Votre œil me fait un été dans mon âme, écrit Ronsard. N'est-ce pas une manière si délicate et précieuse de décrire l'effet que produit le beau sur nous ? Et pourtant, on dit tout le temps, chacun ses goûts. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Combien de fois avons-nous entendu ces phrases ? C'est à cette diversité que renvoie Voltaire dans son célèbre article sur le beau, issu du dictionnaire philosophique. Il écrit ceci. « Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, le grand beau, le tout calonne. Il vous répondra que c'est sa crapaude, avec de gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe. « Que cela est beau !» disait-il. Nous fîmes un voyage en Angleterre. On y joua la même pièce parfaitement traduite. Elle fit bâiller tous les spectateurs. « Oh oh !» dit-il. « Le tout calonne n'est pas le même pour les Anglais et pour les Français. » Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est souvent très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l'est pas à Pékin. Et il s'épargna la peine de composer un long traité sur le beau. La parole de Voltaire fait sourire. Et pourtant, j'ai le souvenir d'un atelier de philosophie avec des jeunes enfants, il y a quelques années. Et pour répondre à cette question, qui m'habite si souvent, qu'est-ce que le beau ? Une petite fille avait sorti de sa poche un trombone. Un banal trombone. Elle l'avait présenté sur la paume de sa main comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. Ça, c'est beau. Voilà le cri qu'elle avait exprimé. Alors, est-ce que la beauté est forcément subjective ? Est-ce que tout cela est relatif ? Ou est-ce que le beau peut avoir une définition ? L'adjectif beau et le nom beauté dérivent du latin bellus.
le diminutif familier de bonus, qui signifie joli, charmant. La beauté peut se rencontrer sous des formes très variées, dans la nature, à travers un coucher de soleil, dans les objets, dans les corps. En somme, la beauté est multiple et se faufile partout où on veut bien la voir. Au sens large, le beau est donc ce qui nous plaît, ce que l'on trouve admirable. Facile, n'est-ce pas? La beauté qui résulte du beau pourrait donc être simplement entendue comme l'alchimie de la rencontre entre un sujet, nous-mêmes, et un objet, ce qu'on trouve beau. Son antonyme le plus évident est la laideur, mais aussi, par extension, tout ce qui nous laisse indifférents. La beauté vient ajouter quelque chose. Elle n'est pas juste un agrément, elle est une appréciation profonde, une apparition suffisamment marquante pour venir chercher notre émotion. Mais alors, comment se fait-il que la vue de certaines choses nous touche à ce point? La beauté naît de perception, mais par quoi est conditionnée cette perception? Si des goûts et des couleurs on ne discute pas, il faut pourtant admettre, comme nous l'avons aperçu en introduction, que nos goûts se construisent, s'éduquent, se norment, se conditionnent, et que ces perceptions sont aussi le fruit d'une époque, d'un milieu, d'une éducation. Bref, comme toujours, cette histoire de beau et de beauté est moins simple qu'il n'y paraît. Alors faisons le tour avec nos amis philosophes pour faire le point. Difficile de parler du beau et de la beauté sans évoquer Platon, qui peut être considéré comme le tout premier théoricien de la beauté. Pour Platon, le beau prend une majuscule et se dit, comme on l'entendait dans le texte de Voltaire, kalon, en vertu du mot grec. Le terme de beauté chez les Grecs désigne tout ce qui est harmonieux, c'est-à-dire tout ce dont les parties ne sont pas associées de manière effrayante ou de manière ridicule. Mais la belle chose n'est pas uniquement la chose harmonieuse, c'est aussi la chose bonne, la chose plaisante, avantageuse. La beauté est une forme de bonté. Et surtout, le beau est ce qui constitue par excellence l'objet de l'éros. L'éros, vous le savez, est cet amour, présenté dans son dialogue Le Banquet, et qui est décrit comme un processus qui élève l'âme du monde sensible au monde intelligible. En somme, l'amour des beaux corps conduit à l'amour de la sagesse et de la philosophie. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bien plus qu'un plaisir, le beau chez Platon est un idéal, qui s'associe donc au juste, au bien, au vrai. C'est une marque du divin. Dès lors, on comprend que l'intuition de la beauté en soi est supérieure à la jouissance provoquée par de beaux objets particuliers. En somme, être capable de percevoir une belle chose, c'est une étape incontournable vers le monde des idées, vers le monde en dehors de la caverne. Mais attention à ceux qui veulent imiter le beau, et j'ai bien sûr nommé les artistes. Si le beau est par excellence intellectuel, les artistes, eux, nous ramènent au monde sensible. Pour résumer, l'objet d'art, aussi beau soit-il, nous ramène à la terre, nous empêche de nous élever vers le monde des idées. Alors que quand on apprécie un beau corps, on est plongé dans une forme de dialectique, comme un chemin. Le beau corps nous amène vers autre chose. Alors qu'un beau tableau, par exemple, ne fait qu'imiter la nature, et ainsi ne permet pas à l'âme d'accéder au concept. Vous avez compris le problème. Méfiez-vous de ce que vous trouvez beau. C'est l'être qui fait la beauté. Et plus il y a d'être, plus il y a de beauté. Et plus on va vers le monde des idées. L'enquête autour de cette notion se poursuit, notamment avec saint Augustin. Saint Augustin, contrairement à Platon, va fonder l'universalité du beau, non plus en référence au monde des idées, mais sur la véracité divine. Et oui, saint Augustin assimile la beauté à ce qui est susceptible d'élever l'âme, non seulement vers le monde des idées, mais bien vers Dieu. La beauté véritable n'est pas celle des artistes, et de ce point de vue, saint Augustin partage l'avis de Platon, mais ce n'est pas non plus celle des corps. Même les notions traditionnelles qui servaient à penser le beau
Le volume, la symétrie, les lignes, les couleurs se voient dénigrés, dans la mesure où toutes ces notions sont inaptes à rendre compte des êtres incorporels et de leur origine divine. La laideur, inversement, devient la marque de la corporéité, de l'ancrage passionnel de l'âme et donc du péché. Nous y voilà, entre Platon qui rejette les artistes mais invite à contempler les corps pour élever l'âme, et saint Augustin qui fait du beau l'unique marque du divin et nous éloigne des corps, nous voilà quelque peu enfermés dans notre évaluation de la beauté. Que dire à cette petite fille qui aimait tant son trombone? Doit-elle s'en débarrasser, car c'est un objet qui nous éloigne du concept? Doit-elle considérer qu'il est résolument laid, puisqu'il est de la matière? Qu'en est-il de l'émotion que nous décrivions au début? Le beau est-il forcément une affaire de morale? N'est-ce pas plutôt une affaire de plaisir, d'égarement, de douleur, de joie, de confusion? En un mot, de vie. Pour parvenir à cette perspective, quittons l'Antiquité et tournons-nous un instant vers l'anglais David Hume. Dans son traité de la nature humaine, publié en 1740, Hume apporte un tout autre regard que celui de Platon, saint Augustin et après eux toute la pensée chrétienne. Pour lui, le principe du goût esthétique est tout simplement, je cite, que la beauté est uniquement déterminée par le plaisir, à l'inverse de la laideur, qui est associée à la douleur. Au diable l'élévation de l'âme ou la marque du divin, ici plus encore que l'émotion, c'est la sensation qui est reine. La beauté n'est pas une qualité objective, qui serait inhérente à la chose qu'on regarde, mais plutôt une qualité relative à un individu qui ressent. Fin de l'histoire. Ce n'est pas l'objet qui est beau, c'est nous qui le trouvons beau. Le regard de Hume, qui se construit donc autour de l'empirisme, c'est-à-dire autour de l'expérience, est plutôt convaincant. Mais, un nouveau problème surgit. Si le goût est une affaire de sensibilité personnelle, comment s'entendre collectivement sur le beau et le laid? Est-ce que cela veut dire qu'il est impossible de définir la valeur commune d'un paysage, d'une œuvre d'art, d'une musique? Comment ne pas plonger dans un relativisme extrême? Si tout est une question de goût individuel, comment expliquer que certaines choses nous semblent universellement belles? Afin de résoudre ce paradoxe, tournons-nous vers Alexander Gottlieb Baumgarten. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, et pourtant, c'est à lui que nous devons le terme d'esthétique. En publiant son Aesthetica, il défend l'idée selon laquelle l'expérience esthétique possède une sorte d'évidence, une vérité propre, irréductible à la connaissance logique. L'esthétique, chez Baumgarten, est une connaissance sensible, et qui aurait pour perfection la beauté et pour imperfection la laideur. Certes, mais si nous trouvons quelque chose de beau, ce n'est donc pas une question de logique, de proportion, d'harmonie, c'est que notre connaissance sensible reposerait sur une sorte de faculté spécifique qui nous permettrait d'appréhender une vérité esthétique. Cette faculté constituerait un analogone rationis, un équivalent sensible de la raison. La proposition est audacieuse. J'y reviens un instant pour être clair. Ce que dit Baumgarten, c'est que si nous arrivons à percevoir la beauté, ce n'est pas en vertu de notre raison, ni uniquement, comme le disait Hume, en vertu d'un goût strictement personnel, c'est parce que nous sommes tous équipés, si je puis dire, d'un logiciel grâce auquel nous sommes touchés par la beauté. Le beau devient une sorte de catégorie à part. Emmanuel Kant, dans sa Critique de la faculté de juger, publiée en 1790, va approfondir cette idée d'une sorte de spécificité du beau, et s'éloigner lui aussi du relativisme empiriste. La beauté, chez Kant, n'est pas une qualité intrinsèque d'un objet, ni le simple effet d'une affection empirique sur le sujet. Pour Kant, la faculté de juger, c'est-à-dire de trouver un objet beau,
constitue précisément une sorte de moyen terme entre l'objectif et le subjectif, entre l'universel et le particulier. Kant situe le beau dans la relation du sujet à la représentation de l'objet. Nous y voilà. Le jugement de goût est bel et bien une relation, une aventure entre le sujet et la représentation de l'objet. Kant repère 4 caractéristiques centrales du jugement de goût portant sur le beau. D'abord, le beau fait l'objet d'une satisfaction désintéressée, contrairement au jugement pratique. En gros, si je trouve quelque chose de beau, ce n'est pas parce que ça m'est utile. Si je pleure d'émotion devant une toile de maître, ce n'est pas parce que je veux en faire un papier peint un peu sympa dans mon salon. Ensuite, le beau, dit Kant, est ce qui plaît universellement, puisqu'il ne repose sur aucune affection particulière, contrairement à ce que disait Hume. Le beau est ce qui plaît universellement, il n'est pas subjectif. Simplement, il est sans concept, c'est-à-dire qu'il n'est pas un jugement de la connaissance. Et boum, en 2 temps, 3 mouvements, Kant dégomme tout ce que nous venons de dire. Le beau n'est pas le raisonnable, ce n'est pas l'intelligible de Platon, ce n'est pas non plus le jugement personnel comme chez Hume. Vous comprenez bien le prolongement avec Baumgarten qui avait commencé à déchiffrer cette catégorie à part. Restent encore 2 caractéristiques. Le beau, chez Kant, est également une finalité. C'est comme si il y avait dans le beau une forme de nécessité qu'on n'arrivait pas tout à fait à décrire ni à définir, puisque nous ne sommes pas du côté du raisonnable ni de la règle théorique. Enfin, le beau n'est pas réductible ni au vrai ni au bien, car il n'est pas conceptualisable. Il est désintéressé. Il n'est pas non plus assimilable à l'agréable, puisqu'il ne répond à aucune finalité déterminée. Bref, vous l'avez compris, Kant révolutionne le beau. Le beau est complètement à part. Désintéressé, universel, il est sa propre finalité et il n'est réductible à aucune logique. Quand je trouve quelque chose de beau, cela correspond à une forme d'intuition. Mais la force de cette intuition est qu'elle est susceptible d'être partagée et discutée. En somme, le jugement esthétique mêle une sorte de raison et de sensibilité en même temps. Et voilà ce qui nous lie. Magnifique, n'est-ce pas? Mais tout de même si la théorie du beau qui plaît universellement sans concept est plus que tentante, il n'en demeure pas moins, n'en déplaise à Kant, que quelque chose continue tout de même à nous démanger. Car avouons-le, nos goûts se forment aussi en vertu d'un contexte, et bien souvent d'un contexte social. C'est le rappel du sociologue Pierre Bourdieu. Les travaux de Pierre Bourdieu, notamment à propos de la visite des musées, ont permis de mettre en évidence l'importance de ce qu'on appelle le capital culturel dans nos critères d'appréciation du beau. Celui-ci détermine non seulement nos goûts, des compétences objectives, mais aussi le sentiment d'être autorisé ou non à avoir tel ou tel type de pratique culturelle et à trouver belles certaines choses plutôt que d'autres. Comme l'indique Alain Beyton dans son ouvrage Les pratiques culturelles, déterminisme et interaction, les enquêtes montrent que les individus appartenant au milieu populaire, qu'on considère comme peu dotés en capital culturel, considèrent que la grande culture, les musées, les concerts de musique classique, n'est pas pour eux. Pour expliquer tout cela, Bourdieu a proposé le concept d'habitus, ce qui lui permet de rendre compte du fait que certaines dispositions sont intériorisées par les individus et qu'elles génèrent ensuite des pratiques qui sont perçues comme allant de soi, comme exprimant des choix souverains. Alors qu'en fait, l'habitus ne relève pas du tout d'un automatisme, mais d'une prédisposition à agir qui influence les pratiques des individus au quotidien, qui influence leur manière de se vêtir, de parler, de percevoir. Ces prédispositions sont intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation, pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social. Durant cette période, l'individu est alors conditionné d'une façon invisible et il se construit une manière d'être et d'agir face au monde et sur le monde.
Et c'est donc l'habitus qui explique pourquoi, dans les milieux fortement dotés en capital culturel, il va par exemple de soi que l'on aime la musique baroque, que l'on aime le jazz, que l'on ne va pas visiter une ville sans fréquenter le musée, dès lors qu'il présente un certain intérêt culturel. Et par exemple, aussi, même si la relation n'a rien de mécanique, il existe un lien fort entre les pratiques des lectures des parents et le goût pour la lecture des enfants. Plus fondamentalement, ce que montre Bourdieu, c'est que la socialisation permet d'acquérir un certain type de langage, de prendre l'habitude de certains centres d'intérêt, qu'elle donne une aisance, une familiarité dans le rapport aux œuvres culturelles. Bref, dis-moi où tu as grandi et je te dirai ce que tu trouves beau et surtout ce que tu t'autorises à trouver beau. Nous voici de retour à la case départ. Même si, bien entendu, Bourdieu ne prend pas le même axe que Platon, ici, ce qu'il explique, c'est que ce que l'on trouve beau s'explique en vertu de notre milieu culturel. Ce que l'on trouve beau se rationalise. Alors, au bout du compte, pour sortir de ces va-et-vient permanents sur la source du beau, peut-être faut-il définitivement abandonner notre question de départ, qui était « qu'est-ce qu'on trouve beau et surtout pourquoi trouvons-nous quelque chose de beau ?» Et on peut peut-être épouser un autre angle, celui proposé par Charles Pépin dans son remarquable ouvrage « Quand la beauté nous sauve ». Plutôt que « qu'est-ce qui fait la beauté ?», Charles Pépin incite à se demander « que me fait la beauté ?» Et c'est ici que tout s'éclaire, que le trombone de cette petite fille qui est le fil rouge de notre épisode prend toute son ampleur. Que lui fait ce trombone ? Eh bien, je crois qu'il la met en joie. Et que le beau vienne des idées, du divin, d'une harmonie, d'un jugement sensible ou d'un ancrage sociologique, finalement, qu'importe, pourvu que cette joie irradie tout et que la douceur envahisse l'instant. Ainsi, Charles Pépin écrit « Nous avons besoin de la beauté pour éprouver autrement la vie en nous, pour être présents à nous-mêmes, de manière plus pleine et plus complexe. La beauté nous aide à accueillir le mouvement de la vie en nous. N'est-ce pas ici que se joue l'enjeu de notre quotidien ? Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ces mots du philosophe Emerson. Dans son texte « La nature ». Je contemple le spectacle du matin, depuis le sommet de la colline qui jouxte ma maison, de la pointe du jour jusqu'au lever du soleil, empli d'une émotion qu'un ange pourrait partager. De longues barres minces de nuages flottent comme des poissons dans un océan de lumière cramoisie. Depuis la terre, comme d'un rivage, je plonge mes regards dans cette mer silencieuse. Il me semble participer à ces transformations rapides. L'envoûtant sortilège atteint ma poussière et je me dilate et m'unis au vent du matin. Comme la nature sait nous rendre pareils aux dieux avec quelques éléments communs. Je vous souhaite de sentir le mouvement de la vie en vous et de faire vivre la beauté pour rendre ce monde un peu plus supportable. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.